Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et bonjour à chacune et à chacun. Effectivement, il faudra que je parte dans une heure, puisqu'il y a le Conseil qui est à 10 heures. Je voudrais peut-être revenir sur les événements de ces derniers jours et puis répondre aux questions que vous avez posées, et ensuite, bien sûr, à toutes les questions que vous voudrez bien poser dans le délai relativement court qui est le nôtre. Avant toute chose, je voudrais rappeler les principes qui nous semblent, à nous, gouvernement français, devoir présider dans les jours et les semaines qui viennent, s'agissant de l'Ukraine. Le premier principe, c'est le principe d'unité. Quand je dis unité, je pense d'abord à l'unité du pays, puisque il peut y avoir ici ou là des tendances inverses. Or, il est capital pour l'équilibre de la région que cette unité soit maintenue. Dans les évaluations et les informations que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas directement menacée. Beaucoup des provinces, la plupart d'entre elles, ont tout à fait accepté l'évolution qui est en cours. Mais c'est vrai, vous avez cité la Crimée, on peut penser à telle ou telle province de l'Est, il peut y avoir ce genre de risque. Et donc, c'est un point sur lequel la France, l'Europe, la Russie et les autres sont absolument d'accord et sur lesquels il faut insister. L'unité. On peut penser à une autre unité qui est le gouvernement. Effectivement, il devait être composé mardi, il le sera aujourd'hui ou demain. Je m'en suis entretenu avec plusieurs responsables ukrainiens, notamment M. Yatchenyuk, dont on parle beaucoup pour occuper des fonctions très importantes. Le désir de beaucoup sur place est que ce soit un gouvernement de large union. Maintenant, évidemment, il faut que les différents partis de la Rada s'y prêtent. Il y a eu une inversion de majorité. Auparavant, le parti des régions était très majoritaire. Celui-ci a éclaté. Et disons que le parti, autrefois conduite par Mme Tymoshenko, a pris une position plus importante. Le parti Oudar de M. Klitschko a une position elle-même qui est non négligeable. Le parti Svoboda, sur lequel je reviendrai, est au soutien de cela. Et puis, il y a des éléments du parti des régions, je dirais le Marais, qui peut faire la bascule, dans un sens ou dans un autre. Et la plupart des votes qui sont intervenus, puisqu'il y a déjà pas mal de votes qui sont intervenus, il y a 450 députés, et donc la majorité est à 226, sont intervenus avec des scores de 300, 280, etc. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Maintenant, est-ce que le Parti des régions, en tant que tel, acceptera d'entrer dans le nouveau gouvernement? Ça n'est pas sûr. Donc voilà où nous en sommes. Mais en tout cas, nous insistons et j'ai demandé à notre ambassadeur, et il l'a fait avec les ambassadeurs d'Allemagne et de Pologne, de faire une démarche spéciale auprès des différents responsables de partis et auprès du nouveau président de la Rada pour insister sur notre souhait, pas nous qui décidons, que cette unité, y compris dans la composition des instances, puisse prévaloir. Donc, premier élément, l'unité. Deuxième élément, qui tombe sous le sens, la démocratie. Ce qui est frappant, et pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller là-bas ou qui auront l'occasion dans les semaines qui viennent, pendant pas mal de temps, on nous a dit le problème principal, c'est de savoir s'il y aurait un accord d'association qui serait signé ou bien, etc. Moi, pour avoir vécu les événements sur place, c'est pas du tout la question qui était posée. La question qui était posée, parce que les choses évoluent au cours du temps, c'est le changement de régime. Et le départ de M. Yanukovych
appelé là-bas M. Yanushescu. Et d'une manière générale, la lutte contre la corruption qui, malheureusement, est très très forte en haut, mais qui n'est pas absente aussi à des niveaux inférieurs. Et donc, c'est ça, mais on voit ça souvent dans des périodes historiques aussi bouleversées. Vous avez au départ un élément qui est dominant, et puis au fur et à mesure, les choses évoluent. Et c'est vraiment la question du changement du système, au sens système corrompu, qui a été posé. Et donc, dans ce type de circonstances, il n'y a pas d'autre solution durable et qui puisse recueillir notre soutien que la démocratie. Et la démocratie, elle s'exprime, elle ne se réduit pas à, mais elle s'exprime par les votes. Et c'est la raison pour laquelle, dans la mission que nous avons effectuée avec mes deux collègues, le moment de bascule a été le moment où M. Yanukovych, poussé par nous, évidemment, très fortement, a accepté de réduire son propre mandat. Alors lui ne nous parlait pas encore de s'enfuir, bien sûr. Et il n'y avait pas de date. Aujourd'hui, la date des élections présidentielles a été fixée à la fin du mois de mai. Mais nous avons obtenu que, dans le texte qui avait été signé, que l'élection ait lieu au plus tard, avant la fin décembre de cette année. Or, normalement, l'élection aurait dû avoir lieu l'année prochaine. Et donc, c'était l'élément central. Ça voulait dire que M. Yanukovych acceptait sa propre démission. Donc la démocratie, je pense qu'il faut revenir à ça, mais il ne s'agit pas que ce soit formel, il faut aussi que ce soit contrôlé, parce que de ce qu'on m'a dit, il ne semble pas que les élections dans ce pays aient toujours la pureté du cristal. Et donc il faudra que ce soit contrôlé, OSCE, Conseil de l'Europe, Union européenne, d'autres, hein, et c'est très important. Donc unité. L'unité va avec l'intégrité. Démocratie et solidarité, ça c'est le point essentiel, non seulement sur les solidarité interne, mais par rapport à l'Europe, Union européenne et Russie, et par rapport au reste du monde. La situation économique, je vais y revenir, est difficile, même très difficile, et les Ukrainiens ont du mal à s'en sortir tout seuls. Ils sont dans une situation compliquée du point de vue financier, du point de vue budgétaire. Et donc, il faut que l'ensemble de la communauté internationale apporte son soutien. Quand je dis l'ensemble, évidemment l'Union européenne, évidemment les Russes, et nous sommes en contact étroit avec eux. Le président de la République a eu avant-hier M. Poutine, moi-même j'ai eu à plusieurs reprises M. Lavrov, encore hier. Il est très important que nous traitions cela d'une façon aussi concertée que possible. Et puis, les organismes internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et puis les Américains, enfin tout le monde. D'ailleurs, cette question a été abordée sans que ce soit conclusif au G20 qui avait lieu à Sydney. Donc, je donne ces principes parce que je pense qu'ils doivent dicter notre ligne dans les semaines et mois qui viennent. Alors, je reviens un petit peu plus sur les événements et ça me permettra de répondre aux questions que vous avez posées. Le renversement du régime, comme je l'indiquais à l'instant, ce n'est pas l'effet d'un complot extérieur, etc. C'est le résultat, après évidemment beaucoup d'événements intermédiaires, d'un soulèvement démocratique, et les aspirations du peuple concernaient et concernent surtout la politique intérieure, c'est-à-dire l'établissement d'une justice, le départ d'un président qui n'était plus considéré comme légitime, la question des droits. D'ailleurs, je sais que ce matin a été dissous l'organisme anti-émeute qui symbolisait par son costume même et par son comportement toute une série de choses qui étaient reprochées. Et les slogans des manifestants de la place Médane, mais il n'y a pas que, portaient surtout contre la corruption et le régime. J'insiste aussi sur le fait, et ça a été présent dans toutes nos discussions, avec à la fois les responsables de l'opposition et M. Yanukovych, et puis l'ancien président de la Rada qui l'avait rejoint, sur le fait que, c'est ce que nous avons répété les uns les autres,
l'Ukraine est en Europe, un fait. Elle n'est pas membre de l'Union européenne et cette question n'est pas posée en tant que telle. Mais elle a une situation géographique et historique qui fait que la Russie est très proche d'elle et qu'elle est très proche de la Russie. Et donc, je pense que c'est très important aussi, si vous acceptez cette prise de position, ça nous permettra de peser encore plus, de dire que la problématique, c'est pas ou bien l'Union européenne ou bien la Russie, c'est de faire en sorte qu'un pays qui, par sa géographie et son histoire, est situé où il est, puisse avoir de bons rapports et des rapports étroits avec les pays et les ensembles qui l'entourent. Et quand on tient ce langage, il est, je crois, très bien compris et accepté, notamment par nos partenaires russes. Et donc, c'est le langage que la France tiendra. Alors, sur notre médiation elle-même, c'est quelque chose que nous avons décidé avec mes deux collègues. C'est le groupe qu'on appelle le groupe de Weimar, que nous avons l'intention de faire fonctionner de plus en plus. De la même façon, je pense que des démarches communes entre les Allemands et les Français peuvent être utiles en politique extérieure. Je précise que je me rendrai au début de la semaine prochaine avec mon collègue allemand en Géorgie, en Moldavie. C'est un voyage qui était prévu depuis longtemps et que nous allons faire. Et de la même façon, nous rendrons ensemble en Tunisie dans quelques temps. Parce que je pense que si on veut peser et montrer que le dialogue franco-allemand et le couple franco-allemand a de la réalité, il faut que ça joue notamment en politique extérieure. Donc nous avons fait cette démarche, bien sûr en liaison avec Mme Ashton, et nous n'avons du coup pas pu participer physiquement à la réunion du Conseil des affaires étrangères qui avait lieu en même temps à Bruxelles, mais nous sommes entretenus et nous avons donné nos indications par téléphone. Nous sommes arrivés à Kiev, dans une ville en état de siège, avec beaucoup de morts, et les morts ont continué de s'accumuler, si je puis dire, pendant notre journée de négociation, avec beaucoup d'incendies ici ou là, avec des forces mobilisées. D'abord, nous avons vu pendant pas mal d'heures les représentants de l'opposition, trois, à la fois M. Yatcheniouk, M. Klitschko et le chef du parti Svoboda. Je dis tout de suite un mot sur le parti Svoboda, puisque vous m'avez posé la question. C'est un parti qui est influent localement depuis 2006 et surtout depuis 2009 dans certaines régions de l'Ukraine, et notamment la partie occidentale, notamment la Galicie. Lorsque vous regardez les scores, ce sont des scores impressionnants, puisque aux législatives de fin 2012, il a obtenu au total 36 sièges sur 450 à la Rada, ce qui n'est pas énorme, mais plus de 30% en Galicie et 17% à Kiev, où il est devenu le deuxième parti le plus puissant, après le parti Batchytchina, qui est le parti de Mme Tymoshenko. C'est clairement un parti populiste qui se réclame de l'anticommunisme, qui est attaché à promouvoir l'ukrainisation de l'Ukraine, pour ce qui concerne notamment la langue, et qui se veut, comme d'ailleurs le parti Oudar de M. Klitschko, qui est apparu plus récemment, le fer de lance dans la lutte contre la corruption et contre l'influence de l'oligarchie. Et cette dimension-là, évidemment, est reçue assez fortement par la population. Et donc, c'est de fait la troisième composante de la majorité nouvelle à Kiev. Il a été dénoncé pour ses dérives nationalistes et antisémites. Depuis un certain nombre d'années, il affiche un recentrage de ses prises de position. Svoboda est une composante, ce n'est qu'une des composantes, pas du tout la principale, mais c'est une composante de cet élément. Et il faut, en tout état de cause, qu'il soit équilibré par les deux autres partis, autrefois d'opposition, maintenant majoritaires, qui sont beaucoup plus modérés. Et s'il y avait une tentation extrémiste de ce parti, et nous l'avons dit à la fois à son chef
et à ses deux collègues, Yatchenyuk et Klitschko, évidemment, ça remettrait en cause la légitimité de l'ensemble. Donc voilà certains éléments qu'on peut dire sur ce parti. Donc nous avons rencontré les chefs de cette opposition pendant 3 heures, 4 heures, et nous avons, ils nous ont expliqué ce qu'ils souhaitaient, et à partir de là, nous avons défini, nous, un texte qui définissait ce sur quoi nous pensions, nous, qu'il était raisonnable de se mettre d'accord, si c'était possible, avec les uns et les autres. Alors, ce texte disait quoi? Il disait d'abord la fin des violences et le contrôle de cette fin de violence, qui est essentiel. Il disait qu'il fallait revenir à la Constitution de 2004. Je n'entre pas dans ce débat, mais c'est un débat assez complexe et important. Il disait que M. Yanukovych devait abréger son mandat. Il disait qu'il devait y avoir des élections présidentielles et à ce stade, il disait qu'il devait y avoir des élections parlementaires et il disait l'unité, l'intégrité, etc., plus quelques autres éléments. Texte court, bon. Et voilà. Alors, nous sommes allés voir à ce moment-là M. Yanukovych qui était dans ce qu'on appelle l'administration présidentielle, gardé par des gens avec lesquels on ne passerait pas volontiers ses vacances. Nous avons été trimballés, il n'y a pas d'autre mot, d'endroit en endroit, parce que pour des raisons de sécurité, on nous a dit que le rendez-vous était ailleurs, donc on a fait la moitié de la ville, on est revenu, etc. Puis finalement, c'était dans l'administration présidentielle, avec des gardes extrêmement puissants autour, et le vide sidéral à l'intérieur. M. Yanukovych, entouré de peu de ses fidèles, et nous avons discuté pendant 5 heures, discussion assez rude, entrecoupée de coups de téléphone qui étaient passés à M. Yanukovych, une fois M. Poutine, une autre fois Mme Merkel, une troisième fois le président Joe Biden, etc. Et puis de petits mots que lui passait un de ses adjoints qui, à voir la mine de l'intéressé, ne devait pas être de bonnes nouvelles. Et pendant ce temps-là, nous entendions les coups de feu autour. Donc c'est une certaine atmosphère. Nous lui avons dit que, au même moment, l'Union européenne délibérait qu'il y aurait des sanctions et que la liste des sanctions était fonction de ce qui se passait. Nous lui avons dit que la Cour pénale internationale, ça existait, et qu'elle le menaçait, lui, et qu'il dépendait de lui d'une sortie ou d'une autre pour son peuple et pour son pays. Bon, c'était une discussion, vous pouvez l'imaginer, très difficile. Et puis, nous sommes sortis, au bout de plusieurs heures, avec un papier qui n'était pas exactement celui que nous avions au départ, mais qui permettait, nous le pensions, de trouver quand même un point d'accord. Et M. Yanukovych a insisté énormément, d'une façon qui était à la fois compréhensible et en même temps déplacée, sur le juridisme de tout ce qu'il fallait mettre en place. Je dis compréhensible parce qu'il faut qu'il y ait une base juridique, mais déplacé parce que c'était la révolution qui était en train de se passer. Et donc, on lui dit, mais écoutez, monsieur, la question n'est pas l'article 32.2, etc. Bon, nous étions là et nous avons eu contact aussi avec les Russes et il a été accepté que le président russe envoie quelqu'un, qui est M. Loukine, qui est un homme, un médiateur, qui n'est pas très haut placé dans la hiérarchie russe. M. Lavrov lui-même était à l'étranger, mais M. Loukine est venu comme une espèce de témoin de bonne foi. À ce moment-là, il était envisagé qu'il signe, et d'ailleurs il y a une première signature, et puis après, non, finalement, il a été une sorte de témoin. Mais il a joué, dans la suite des choses, un rôle utile. Nous sommes revenus
voir les responsables de l'opposition. Pendant ce temps-là, la Rada siégeait, etc. Enfin, bon, tout ça, évidemment, je le décris de manière rationnelle, mais les choses étaient beaucoup plus mélangées que ça. Et au bout d'encore pas mal d'heures de discussion, nous sommes arrivés à un nouveau texte dont nous avons pensé qu'il pourrait être accepté. Et les responsables de l'opposition nous ont demandé de renoncer à l'idée qu'il devait y avoir des élections parlementaires. D'ailleurs, elles n'étaient pas prévues. C'était dans le premier texte, mais pas dans le second. Et nous avons compris que leur demande était liée au fait qu'ils centraient, et ils n'avaient pas tort, leur demande principale sur l'élection présidentielle, et qu'en même temps, il s'agissait pour que la Rada accepte tout cela de dégager une majorité, et il n'était pas nécessairement facile de dégager une majorité si l'accord comportait la dissolution de la Rada. Et donc, ce point n'est pas apparu, a été d'un commun accord écarté. Bon, ensuite, nous sommes revenus voir M. Yanukovych, et à la façon dont les choses ont été accueillies, nous avons compris que l'accord était là. Ensuite, il y a eu plusieurs heures de discussion. Moi-même, je suis parti à 1h30 du matin, mais la discussion et l'accord étaient faits. Et nous sommes convenus que rien ne serait popularisé avant la fin de la matinée parce que il y avait des consultations à avoir avec, pas facile, avec cette espèce d'unité qui s'est constituée, des gens de Maïdan, ils s'appellent comme ça. Et il fallait expliquer à ces personnes, qui évidemment étaient plus avancées que l'accord que nous avions signé, qu'il fallait accepter cela, sinon rien n'était possible. Parallèlement, nous avions donné notre feu vert à ce qui a été décidé à Bruxelles, et les choses se sont ainsi faites. Bon, nous avons ensuite appris que M. Yanukovych était parti et difficilement trouvable. Il est allé du côté de Kharkov dans un congrès qui était préalablement prévu, mais qui n'a pas eu l'ampleur qui était prévue. Et ensuite, il semble qu'il ait voulu partir pour un pays étranger, qu'il ait été arrêté, enfin empêché de le faire. Madame Tymoshenko a été libérée dans des conditions difficiles, parce que cette libération ne s'est pas faite de soi, et a été obligée d'intervenir assez fortement pour que ça puisse... Elle s'est présentée devant la Maïdan, mais l'accueil a été assez différencié, parce qu'il faut bien voir que Mme Tymoshenko est une personne qui est en prison depuis pas mal de temps et qui donc à ce titre évidemment symbolise une lutte contre le pouvoir de M. Yanukovych, mais elle-même a fait l'objet dans le passé de beaucoup de reproches, donc c'est quelque chose d'assez complexe. Voilà l'élément essentiel, et donc à la fin de cette médiation, les combats ont cessé, les morts aussi, l'accord a été trouvé, et c'est ce qui a permis à la fois le basculement de la majorité, la chute, on peut le dire, de M. Yanukovych, qui ne dispose plus d'aucun instrument du pouvoir, et d'aller vers une nouvelle perspective que nous souhaitons et que j'ai définie comme étant autour de l'unité, de la démocratie et de la solidarité. Alors, depuis, beaucoup de contacts ont eu lieu, et nous les poursuivons, avec les intéressés, que ce soit M. Yatchenyuk, que ce soit M. Klitschko, que ce soit nos collègues étrangers, M. Lavrov, Mme Ashton, mes deux collègues, d'autres encore, et puis les éléments internationaux. Il se trouve que j'avais dû remettre un voyage en Chine, et le président chinois a été très aimable d'accepter de différer de 36 heures l'entretien qu'il m'accordait. Et j'ai pu discuter avec les Chinois de tout cela, ce qui a été, je crois, utile, de même que nous avons discuté de ce qui se discutait à l'ONU sur la Syrie, et l'accord finalement unanime trouvé sur la partie humanitaire. Sur le plan économique, puisque vous avez posé, Madame, cette question, les éléments dont nous disposons sont les suivants.
la situation, évidemment, de l'Ukraine est mauvaise. Et l'Ukraine doit effectuer un certain nombre de paiements avant la fin de ce mois. Parce qu'elle a contracté des dettes et vis-à-vis de toute une série de collectivités, et notamment vis-à-vis de la Russie. Et puis, il y a, au-delà de l'échéance courte, des échéances plus longues, à la fois en 2014 et en 2015. Les réserves de l'Ukraine ont baissé, mais restent tout de même importantes et permettent, quand on a parlé de défaut à court terme, quand on regarde l'état des réserves, non, je ne pense pas. Mais évidemment, ce n'est pas une situation tenable. Déjà, la monnaie locale avait glissé de 10% il y a quelque temps, et il y a à la fois un problème de balance extérieure et de déficit budgétaire et de remboursement d'emprunts. Donc dans cette situation, quels sont les instruments d'action? Vous avez d'une part ce qui a été conclu avec les Russes. Et les Russes sont très largement créditeurs. Mais il faut savoir évidemment que ce qui a été conclu avec les Russes a été conclu dans un contexte qui était différent. Et donc il sera très important de savoir si les Russes continuent à honorer les engagements qu'ils avaient pris. J'aurais commencé à en discuter avec mon collègue Lavrov. De ce point de vue-là, il faut avoir à l'esprit qu'évidemment, il y a une donnée politique dans tout ça, mais il y a aussi une donnée économique parce que les banques russes sont puissamment engagées en Ukraine. Ce sont même celles qui sont les plus puissamment engagées en Ukraine. Donc c'est objectivement de l'intérêt de la Russie d'arriver à ce que l'Ukraine s'en sorte économiquement. Sinon, s'il y a un défaut, ce défaut sera négatif, évidemment, pour tout le monde. Donc il y a l'aspect russe. D'autre part, il y a l'aspect Fonds monétaire international, parce que vous savez qu'il faut que le Fonds monétaire international puisse reprendre des discussions pour que le reste des discussions ait lieu. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans le système financier international. Ces discussions avaient été interrompues il y a déjà pas mal de temps, en particulier parce que les Ukrainiens avaient refusé d'opérer un certain nombre de réformes, qui sont des réformes très difficiles à faire. Qui réformes qui portent sur le prix du gaz, notamment, et sur d'autres éléments, et on mesure bien la difficulté. Et donc, il y a une mission d'urgence qui va être envoyée du Fonds monétaire afin de pouvoir reprendre cela, et nous espérons que le nouveau gouvernement va pouvoir aller dans ce sens. Et M. Yatchenyuk, c'est une de ses premières enquêtes, s'est informé de quelle était la situation réelle, etc., qui effectivement est très difficile. Puisque même la situation budgétaire, pour l'année précédente, n'avait fait l'objet d'aucune communication avant le 29 janvier. Donc, si vous voulez, c'est comme si on était dans un trou noir. Enfin, les Ukrainiens eux-mêmes ne savaient rien avant le 29 janvier. Donc, le Fonds monétaire international, en ce qui concerne l'Europe, il y a des capacités de porter assistance, soit par les mécanismes généraux d'assistance dont nous disposons, soit par l'instrument qu'on appelle l'instrument de voisinage. Dès lors qu'il y a une discussion générale, j'ai compris que l'Europe était préactionnée à cela, mais l'Europe à elle seule ne peut pas faire la solution. Et puis il y a les autres pays, les États-Unis d'Amérique, le Japon, le reste, c'est-à-dire l'ensemble des créanciers ou des acteurs économiques internationaux. Alors, on a parlé d'une conférence des donateurs. Là, dans le dernier état des discussions que j'ai eues hier, cette idée n'a pas été reprise, mais en tout cas, il faut que les grands organismes internationaux, en concertation avec tous les pays dont j'ai parlé, dans les jours qui viennent, et avec le nouveau gouvernement ukrainien, puissent chercher rapidement des solutions. Voilà quelques points, Madame la Présidente, qui, je l'espère, et Mesdames et Messieurs, pourront répondre à quelques-unes de vos questions. Il est très important que la violence ne reprenne pas. Ça, c'est vraiment absolument décisif. Deuxièmement, il est très important que le message qui soit passé aux différents partenaires dont j'ai parlé soit un message d'intégrité du territoire et d'unité, n'opposant pas les uns les autres. Et puis, il est très important que le gouvernement qui sera nommé et que les lois qui seront passées par la Rada
soit en ligne avec tout cela. De ce point de vue-là, telle ou telle législation a pu heurter. Par exemple, était-il nécessaire de revenir sur une législation adoptée, je crois, il y a 1 ou 2 ans, qui faisait que le russe était la seconde langue officielle dans telle ou telle province. Évidemment, ça a été pris très négativement par une série de russophones. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est maintenant d'arriver à calmer le jeu, si on peut, autour des principes que j'ai résumés, et à préparer dans les meilleures conditions possibles l'élection présidentielle. Les Russes souhaiteraient ou souhaitent que tout ceci soit facilité par un retour constitutionnel. Dans de premières conversations, nos partenaires russes ont même dit que ce qui serait bien, c'est que M. Yanukovych réapparaisse, avec lesquels ils ont pris totalement leur distance, et qu'il signe lui-même les éléments nécessaires pour qu'on revienne à la Constitution. Ça nous paraît très difficile compte tenu de la façon dont se passent les choses. Parce qu'aujourd'hui, si M. Yanukovych réapparaissait à Kiev, vous imaginez les difficultés, y compris pour son intégrité physique. Mais en tout cas, et je ne suis pas plus long, les principes dont j'ai parlé, je l'espère, pourront prévaloir dans cette situation qui continue à être fragile et bien évidemment tendue, et où l'Europe continuera à être très présente. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Alors, vous devez nous quitter dans 25 minutes. J'ai 17 inscrits, donc je ne vais pas pouvoir passer la parole à tout le monde, je pense, même si chacun d'entre vous ne parle qu'1 minute, car le ministre n'aurait pas le temps de répondre. Donc je vais passer la parole à chaque groupe politique d'abord, et puis ensuite nous verrons... Mesdames et messieurs les députés, d'abord, merci beaucoup de vos questions et merci à ceux qui les ont posées, merci à ceux qui ne les ont pas posées. Je veux leur présenter mes excuses, mais évidemment, parmi les institutions de la République, il y a le Conseil des ministres. Alors, ne croyez pas, et d'ailleurs personne ne le croit ici, sauf peut-être 1 ou 2, que les réponses soient toutes faites et acquises aujourd'hui. Nous sommes dans un processus de changement considérable. Et donc, il faudrait être bien aveugle et bien oublié de l'histoire pour croire que, voilà, parce que nous sommes mercredi du mois de février, les choses vont se passer de manière totalement linéaire. Il y aura des évolutions que ni vous ni moi ne peuvent totalement prévoir. Simplement, on peut essayer d'analyser la situation et d'avoir un certain nombre de principes. En même temps, il y a une dynamique propre. Donc, je pense qu'il faut dire ça au début de toute réponse. Alors, d'abord, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu adresser compliments, non pas à Laurent Fabius, mais à ce que nous avons fait ensemble avec mes 2 collègues. Et je pense que le groupe de Weimar est un groupe utile. Monsieur Vauzel a posé... Bon, il a dit « sera-ce facile ?» Alors ça, je peux vous répondre très clairement et en un mot, non. Ce sera extrêmement difficile, ce sera probablement long. Vous avez posé la question, qui est une question de philosophie, de stratégie politique et diplomatique. Est-ce que, compte tenu de la diversité, on peut assurer et même souhaiter, si j'ai bien compris votre question, l'unité et l'intégrité ? Je pense que, particulièrement lorsque des pays sont d'une extrême diversité, il faut plaider pour l'unité. C'est le même problème, d'une façon diverse, que le problème dit des frontières dans des pays ou dans des continents comme le continent africain. Nous savons bien que le tracé des États est lié à des circonstances historiques, à des circonstances sociologiques, parfois même à l'arbitraire, parce que les choses ont été... Mais quand on commence à jouer avec la composition d'un territoire et d'un pays, à ce moment-là, on sait rarement où les choses s'arrêtent. Et même quand on le fait avec les meilleures intentions du monde, regardez ce qui s'est passé au Soudan. Bon,
où la communauté internationale a dit voilà, il faut faire le Soudan Sud parce que ceci, parce que cela. Oui, mais regardez ce qui est en train de se passer avec les difficultés. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faille méconnaître la diversité, elle est considérable, et vous avez mis l'accent sur un point central. Mais du point de vue de la, on pourrait appeler la philosophie politique, je pense qu'il faut que ces diversités puissent s'exprimer au sein d'un ensemble, et que si on commence à mettre en cause l'ensemble lui-même, là, on s'expose à beaucoup de difficultés. M. Mariani a posé lui aussi des questions très compliquées. Alors vous avez dit, et je reprends vos termes, employant un langage commun, mais qui est tout à fait pertinent, est-ce que la Russie a le sentiment d'avoir été trompée? C'est ce que me disent mes collègues russes. Hein, bon, en disant... alors, ça prend des formes différentes, mais... oui, on nous avait dit quelque chose, c'est autre chose, vous avez signé un accord, mais c'est quelque chose d'autre qui se passe. Non, je crois, en tout cas dans notre esprit, il n'y avait pas du tout cette volonté de tromperie. Mais s'ils ont ce sentiment, il faut que les Ukrainiens, d'une part, le nouveau gouvernement, et nous-mêmes fassions effort pour les garder à bord, comme on dit, en traduisant les choses de l'anglais, parce que, évidemment, si les Russes prennent une position d'opposition, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, ça passe par un dialogue, ça passe par, bon, entendre ce qu'ils disent, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais entendre ce qu'ils disent. Vous avez posé la question du parti Svoboda. J'ai dit que, enfin, les choses se sont passées ainsi. À la première rencontre que nous avons eue avec l'opposition, il y avait donc M. Klitschko, M. Lacheniouk, en représentant des deux principaux partis d'opposition, et il y avait le chef du parti Svoboda. Et il était là et il a dit, moi je souhaiterais participer à la discussion. Et nous avons demandé aux deux autres, est-ce que pour vous, ce représentant doit faire partie ou non de la discussion? Ce n'est pas à nous de décider. Et ils se sont concertés et ils ont dit oui. Simplement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut être extrêmement vigilant, à la fois par rapport à nous-mêmes et puis par rapport à ce qui est en train de s'esquisser en Ukraine. Parce que si ce parti reprenait les thèses les plus extrêmes et totalement inadmissibles qu'il a développées à un certain moment, il est évident que ça ne peut pas avoir notre soutien et il n'aurait pas du tout un soutien international. Madame Auroy, a elle aussi posé la question, la rue, est-ce que tout ça est réglé? Non, si les choses étaient réglées, bien évidemment... ce serait beaucoup plus facile, mais tel n'est pas le cas. Vous avez soulevé la question de l'accord d'association. Effectivement, la question va devoir être soulevée. Alors, je crois comprendre que dans la nouvelle majorité qui s'est dégagée, il y a une volonté de signer l'accord d'association à la Rada. Hein. Maintenant, il va falloir voir comment les choses peuvent se présenter, comment tout cela peut être interprété. J'ai vu d'autre part dans une déclaration d'un dirigeant russe que celui-ci disait que, attention, si l'accord d'association est signé à ce moment-là, il faudrait que la Russie rétablisse des droits de douane de l'Ukraine vers la Russie, ce qui évidemment pénaliserait l'Ukraine. Donc, évidemment, l'accord, il est sur la table, mais il faut examiner de façon précise comment les choses vont pouvoir évoluer. Monsieur Rochebloine a posé la question du rôle de Mme Tymoshenko. D'abord, de l'ancien président Youtsenko, il est très silencieux, on ne l'a pas vu. Je pense que, on ne va pas lui prêter des intentions que j'ignore, mais s'il souhaitait d'une manière ou d'une autre revenir, ce qu'on appelle le Maïdan, évidemment, ferait qu'il aurait d'immenses difficultés. Mais il ne s'est pas signalé. Pour Mme Tymoshenko, donc elle a été sortie de prison, elle est allée devant la place Maïdan. Là, elle est, je ne sais pas si elle est déjà ou si elle va aller en Allemagne pour se faire soigner. Bon, et puis je n'en sais pas plus pour le moment.
Évidemment, elle est en contact avec ses collègues ou anciens collègues de son parti, mais je ne sais pas davantage quelles sont ses intentions. En ce qui concerne les troupes, sur la Biélorussie, là, je ne sais pas, les situations sont différentes, je ne peux pas prévoir les conséquences. Madame Le Pen nous a confirmé, et cela a été salué avec plaisir par chacun, qu'elle était opposée à toute une série de mouvements d'extrême droite, et elle a posé, je reprends vos propos, et elle a soulevé une question très, très compliquée. Si des troupes russes intervenaient à l'Est, en Crimée, etc., quelle serait l'attitude de la France? Évidemment que ça poserait le sujet de manière tout à fait différente. Et ce vers quoi nous devons travailler, Mme Le Pen, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas ainsi. Quand j'ai parlé d'unité, quand j'ai parlé de démocratie, quand j'ai parlé de solidarité, c'est pour faire en sorte que les Russes, notamment, soient à bord. Et je ne me place pas dans l'hypothèse la plus critique. Mais je reconnais humblement que nous n'avons pas aujourd'hui de certitude. M. Assouli a dit comment réduire l'extrême droite, l'antisémitisme, et c'est un thème sur lequel est revenu aussi M. Meyer Habib. Je pense que la réponse est très largement dans les mains de ce que fera le nouveau gouvernement. À partir du moment où, avec notre appui, il arrivera à sortir l'Ukraine progressivement de ses difficultés, toute une série de risques reculeront. Si en revanche c'est le chaos et la violence, ce type de comportement inadmissible peut prospérer. Monsieur Bocquet a posé la question du poids des oligarques. Oui, il est grand là-bas. Ils sont très prudents dans leur expression publique, vous l'avez vu. Dans une des séances que nous avons eues avec M. Yanukovych, l'un des oligarques était là. Et il y a des oligarques aussi qui sont dans la nouvelle majorité. Je crois comprendre que, je ne sais pas si c'est une loi qui a été votée ou une volonté qui a été exprimée par Maïdan, mais il a été dit au cours de ces derniers jours que les 100 premières fortunes d'Ukraine ne pouvaient pas accéder à telle ou telle fonction, mais je ne sais pas quelle est la nature juridique de ce que j'ai lu. Est-ce que c'est bon? Par ailleurs, ces personnes ont, d'après ce que je crois savoir, une partie importante de leur fortune à l'étranger. Et donc, là aussi, la question des sanctions peut se poser. Je pense que l'Europe a été bien inspirée en décidant le principe des sanctions sans fixer la liste nominative à ce stade, parce que chacun comprend, et nous l'avons dit, que nous regardons ce qui se passe et nous en tirons les conséquences. Et je vois à votre sourire que vous n'êtes pas loin d'approuver ce type de démarche. Et puis, M. Marceau, lui, alors je ne peux pas être d'accord avec M. Marceau parce que c'est une attaque que je ne peux pas laisser passer contre M. Sarkozy. Donc, vraiment, puisque... Enfin, vous remarquerez que je n'ai pas traité l'intervention de M. Lelouch, mais je vais le faire pour terminer. Sur la question des visas, nous allons en délibérer bientôt, de même que sur la question de l'instrument financier. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être décidé évidemment unilatéralement par la France. Notre collègue, M. Sikorski, qui est un homme de grande qualité, a émis cette idée. Nous devons en délibérer. Quant à vos affirmations, M. Lelouch, alors que j'étais en Chine pour servir les intérêts de la France, on m'a fait passer un certain nombre de commentaires. Bon, au départ, ça m'a un petit peu peiné parce que j'ai de l'estime pour vous. Et puis, l'un de mes collaborateurs, qui s'intéresse à votre cas, m'a fait passer une petite liste de positions que vous avez prises dans des événements importants. Et c'est tout à fait votre droit. Par exemple, vous voyez, on remonte loin, dans cette affaire très, très importante qui est l'affaire de l'Irak.
En février 2003, me dit mon collaborateur, vous avez fait cette déclaration qui reste. Tout le monde sait que depuis 25 ans, Saddam Hussein accumule des armes de destruction massive. Fin de citation. En 2008, avec les événements Afghanistan, vous avez prononcé cette phrase définitive, la France doit rester en Afghanistan. Et en 2013, au moment des événements du Mali, vous avez dit qu'il n'y avait pas de coalition pour aider la France. Je pense qu'une perspicacité aussi constante mérite d'être relevée. Et je veux non pas m'offusquer de ce que vous avez dit à propos de Maïdan et de l'Ukraine, mais vous remercier. Parce que la diplomatie, c'est quelque chose de très difficile. Et parfois, mes prédécesseurs, comme moi-même, nous hésitons sur le chemin à suivre. Eh bien, je veux vous remercier parce qu'au vu de cette liste, lorsque les ministres des Affaires étrangères, d'une façon générale, auront des hésitations, ils essaieront de connaître quelle est votre position et en prenant le chemin inverse, ils auront de grandes chances de ne pas se tromper. Merci. Comme Mitterrand qui disait ça de